invité. Ça me fait très plaisir de venir parler d'Absalon ce soir. Juste pendant que tu parlais, François, j'ai vu hier un spectacle absolument magnifique, une pièce d'une chorégraphe qui s'appelle Myriam Gourfinck. Et en fait, elle utilisait, pour parler de la façon dont les corps se lient entre eux, elle utilisait le terme d'accroche. Une façon pour les corps de se lier entre eux de façon presque à un fil, non pas en se tirant les uns les autres, mais en s'effleurant les uns les autres, et en changeant de mouvement, en s'effleurant, et en tenant comme ça, tous ensemble, comme un corps, par des petites parties de corps qui se touchaient à peine. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai envie de procéder aujourd'hui. Alors, deux choses. La première, c'est qu'évidemment, j'ai écrit ma conférence dans une situation un peu étrange, c'est-à-dire un peu médicamentée, donc peut-être ça va aller un peu dans tous les sens. Vous allez me pardonner, ce sera peut-être une façon d'aborder les choses de façon moins rigide que qu'on peut en avoir l'habitude. Et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment, comme toujours, on prépare quelque chose et puis on arrive dans une institution, et puis on voit l'exposition et on se dit « Merde, j'ai rien compris, il faut que je recommence tout, mais c'est trop tard ». Donc j'ai pas eu le temps, entre 4h cet après-midi et ce soir, de tout refaire, ce que j'aurais bien aimé refaire à la lumière de ce que j'ai vu de l'exposition. Eh bien, on va faire avec, hein. On va faire avec tout ça, si vous voulez bien me suivre. Alors, je sais pas, ça pourrait s'appeler ranger, arranger, déranger. De toute façon, tout ça, c'est la même chose. À chaque fois que je rencontre une œuvre d'Absalon, comme ici, au CAPC, je l'ai fait plusieurs fois, parce qu'il y a eu plusieurs accrochages de la collection où il y avait donc des œuvres d'Absalon. Et aujourd'hui, dans cette exposition, à chaque fois, donc, je me sens interpellée. Ça m'obsède, ce que je vois. C'est pas seulement que faire avec ce que je vois, mais où dois-je me poser? Où dois-je me mettre? Je ne sais pas où me mettre. Dans beaucoup de pièces, comme celle-ci, par exemple, il y a une sorte de porte, une sorte de sas, une ouverture avec de la lumière à l'intérieur. Mais où est-ce que je dois me mettre? Est-ce que je dois rentrer? Est-ce que je dois rester dehors? Peut-être c'est pour moi, peut-être c'est pas pour moi. C'est comme une boîte de Pandore, hein. Je suis curieuse. Il y a quelque chose qui m'excite, quoi. J'ai envie. Est-ce que j'entre? Est-ce que je reste dehors? Ces questions, vous allez voir, elles vont un peu dévaster mon intervention. Alors, à chaque fois qu'on me demande de parler d'hier, ce que je vais faire ici aussi, à chaque fois, je me sens interpellée sur l'aujourd'hui. C'est difficile en voyant ces constructions, en voyant ce que vous avez vu en bas, dans la nef, de ne pas penser à ce que nous venons de vivre, évidemment, confinés à l'intérieur de nos cellules personnelles, plus ou moins embourgeoisées. Difficile de ne pas penser à celles ou ceux qui n'en ont pas de cellules personnelles. Difficile de ne pas penser aux sans-abri, aux réfugiés, à l'Afghanistan aujourd'hui, aux réfugiés que nous n'allons pas accueillir, à tous les réfugiés, à toutes les réfugiées. Et si ici, ce soir, les cellules d'Absalon m'interpellent aussi sur cette histoire d'abri, c'est aussi pour me demander ce que fait l'institution là-dedans. Si l'institution pourrait être un abri, si le musée est aussi un endroit qui nous sauve. C'est un peu à cet espace salvateur que je veux dédier cette conférence. Et puis, j'ai aussi envie de les dédier à ces trois personnes qui rigolent sur la photographie. On voit tout de suite qu'Absalon, qui est au milieu, est très grand. Ce qui rend évidemment la vision de ce qu'on voit en bas très intéressante. Hein. Il est beaucoup trop grand d'un certain point de vue pour ce qui est montré de ces productions. Alors il y a Absalon au milieu, donc avec la tête qui peut casser contre le plafond. Il y a à gauche Jacques Ohayon, dont je vais parler, et puis à droite, il y a Christian Boltanski, qui nous a quittés le 14 juillet. Alors, Jacques, pour moi, c'est aussi un peu de Bordeaux. Jacques Ohayon, dit Jacques de Champagne, a servi d'hôtesse de l'air assez délirante dans un des premiers voyages que j'ai fait à Bordeaux. C'était un circuit en autobus, en car. Peut-être certaines ou certains parmi vous l'ont fait aussi. C'est un circuit qui nous a menés de château en château, dévoyés pour l'exposition Histoire de sculpture. Je crois que c'était en 1985. Ici, au CAPC, je me souviens très bien, c'était très impressionnant. C'était l'exposition de Kounelis,
avec des becs de gaz allumés que j'avais trouvé beaucoup trop impressionnants pour moi et qui me rappelaient des choses à quoi j'avais pas du tout envie de penser. Et l'alternative a été proposée par le conseiller culturel régional qui s'appelait Gérard Guyot. Peut-être certaines d'entre vous l'ont connu. Je l'aimais beaucoup. Il est mort du sida au début des années 90 avec son compagnon Jean-François. Et en tout cas, il y avait cette histoire de sculpture, ce circuit en autocar et ces élucubrations totales d'une hôtesse de l'air qui n'arrêtait pas de nous demander de baiser nos accoudoirs. C'était Jacques Ohayon. Alors, la raison pour laquelle je parle de ce facétieux garçon, très facétieux, mort du sida à la fin des années 80, c'est parce que c'était l'oncle d'Absalon. Vous le voyez ici, debout, il travaille pour Paris-Moscou. L'exposition Paris-Moscou de Beaubourg en 1977, à la reconstitution, une des premières reconstitutions des architectures de Malevich, des architectones de Malevich, des architectures sculptures. Dans cette idée de reconstitution à partir de rien, qui n'est peut-être pas très loin de celui qu'ont joué les deux commissaires de l'exposition Absalon. Alors, Jacques Ohayon, c'est celui chez lequel est venu se réfugier, Absalon, et tout de suite la garde rapprochée de Jacques Ohayon, c'est-à-dire Christian Boltanski, Annette Messager, Anne-Patrick Poirier, a été présente à côté de Eshel Mayer, cet ange blond réfugié d'Israël, passé par le service militaire et l'asile psychiatrique, qui va devenir Absalon. Pendant un an, élève de l'école de Cergy, Absalon est aussi entré aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Christian Boltanski. Alors déjà, et on les voit en bas, il a fabriqué de bois, de carton, de papier journal, de barbotines et de bouts de ficelle, quelques sculptures figuratives d'un certain point de vue. Là, c'est celle de la culture. Il a aussi fabriqué un mythe de Sisyphe ou un autel portatif avec sa poignée. Ce sont ses premières et dernières œuvres figuratives et ce n'est pas rien. Alors, à partir de ce moment-là, Absalon s'intéresse à la disposition des choses. C'est-à-dire, pour ce qui le concerne, moins à des histoires de forme que des histoires de force, ou comment les choses agissent, qu'est-ce qu'elles font dans un espace soudain dérobé à l'usage quotidien pour devenir le milieu, l'ambiance, l'environnement d'une installation. Une installation où les choses comme elles sont arrangées, prennent le devant de la scène, comme dans cette disposition, avec ces espèces de boîtes blanches rangées sur des sortes d'étagères qui sont elles-mêmes dans des boîtes. Les choses, dans leur contenant, restent secrètes. Leur disposition, c'est intéressant le mot disposition, parce que tout d'un coup, il y a effectivement une histoire d'espace et une histoire d'humeur. Leur disposition, bonne ou mauvaise, est indiquée comme le centre de l'activité de l'artiste. Alors, pour revenir dans l'histoire du souvenir, vous savez, l'époque des années 80, c'est celle où émerge la notion de grande exposition, je dirais en un mot, comme différence sexuelle. On met toujours ça en un mot maintenant. Grande exposition dans les grandes institutions du monde occidental. À Paris, par exemple, au Grand Palais, c'est le triomphe des impressionnistes. Il y a les grandes expositions dans les grandes institutions, Monet, Manet, Pissarro, Renoir, Cézanne, etc. Alors, ça soulève toute une série de questions, et pas seulement journalistiques. On s'intéresse par exemple au financement de ces expositions. En 1986 a lieu le premier salon du sponsoring, un mot qui arrive comme ça. On s'intéresse donc à l'influence et au pouvoir financier des grandes entreprises, par exemple, dans le financement des grandes expositions. On s'intéresse à la façon dont les expositions se déploient dans un espace, on s'intéresse à la notion de mise en scène, de mise en place. Il y a des mises en scène de metteurs en scène de théâtre, par exemple le metteur en scène d'opéra Pierluigi Pizzi, qui signe beaucoup d'expositions au Grand Palais. On s'intéresse à la façon dont les œuvres se déploient dans un lieu, dans une institution, comment se fait, en bref, le travail de l'art et pas seulement celui des artistes. Alors, tout ça, c'est discuté dans une nouvelle et très éphémère école pour les artistes qui s'appelle l'Institut des hautes études en arts plastiques à Paris, où officie un aéropage complètement masculin. Il a été imaginé en 83 par le curateur Pontus Hultén, il a été fondé, paraît-il, en 85 par le même Pontus Hultén, donc, qui a été directeur du Moderna Museet de Stockholm,
puis du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou, donc il a ouvert la version Beaubourg. C'était une version assez extraordinaire, il faut dire, si je puis faire une petite parenthèse comme ça. C'est vraiment de l'anecdote, mais bon, aux heures où en ce moment les directrices et directeurs d'institutions sont en train de valser, j'avais envie de rappeler quand même une des caractéristiques de l'accrochage de Pontus Sulten au Centre Pompidou. Il était strictement chronologique, donc c'était pas par nom d'artiste, mais c'était par année. Et il y avait des coexistences qui étaient vachement intéressantes. Je me souviens de l'année 1913 où il y avait d'un côté Picabia, de l'autre il y avait Léger. Et puis Pontus Sulten, il avait beaucoup intrigué pour que à l'intérieur du musée, il y ait ce qui était en réserve. Donc ce qu'on ne voit jamais, puisque c'est caché dans des lieux hyper fermés à clé. Et donc, c'était la grande innovation du Centre Pompidou à son ouverture en 77. Il y avait des espèces d'ascenseurs à œuvres. Et donc, on demandait à voir des œuvres qui n'étaient pas accrochées. Donc, on appuyait sur un bouton, puis tout d'un coup, vroom, il y avait l'œuvre qui descendait. Comme ça, c'était assez intéressant. Enfin, voilà. Pontus Sulten, donc, fonde un petit peu plus tard, il n'est plus directeur du Musée national d'art moderne à Pompidou. Il fonde cette institution très éphémère avec ses amis masculins, ses hommes, Daniel Buren, l'historien d'art Serge Fauchereau et l'artiste Sarkis. Donc l'Institut des hautes études à Paris réunit des promotions annuelles d'une vingtaine de jeunes artistes. C'est une école nomade qui occupe pendant un certain temps, pendant 2 ans, les anciennes salles de sculpture du Palais de Tokyo à la fin des années 80. Et on y retrouve un salon avec d'autres artistes comme Eric Duykertz, Dominique Gonzalez-Foster, Bernard Joysten, Jan Peiming ou Philippe Parano comme condisciples. Alors, dans toutes les minutes conservées des discussions dans cet institut, de la conversation dans cet institut, on entend Absalon parler avec l'artiste américain Michael Asher, l'un des tenants de ce qu'on a appelé la critique institutionnelle. Celui qui s'est intéressé non seulement à révéler un lieu, mais à en déplacer un élément pour montrer ce qui travaille et ce qu'on ne voit pas d'habitude. Qu'il s'agisse d'un plan d'air presque indétectable, produit par un ventilateur caché dans un plafond entre 2 espaces d'exposition, de transformer l'acoustique d'un lieu, ou bien encore de faire décaper toutes les couches de peinture d'une salle d'exposition, de faire enlever toutes les simèses, ou comme ici, à la fin des années 80, c'est pour ça que j'ai choisi cette image, à Artispace à New York, de retourner la grille d'éclairage vers le haut, en faisant monter l'éclairage vers le plafond, créant des espèces d'illusions comme ça, de cercles de lumière sur ce plafond, contrastant avec une relative obscurité dans le reste de l'espace. Alors, Absalon, lui aussi, s'intéresse tout de suite à l'espace de l'art. Non moins comme lieu de conservation ou d'exposition d'œuvres, mais à mon avis c'est beaucoup plus intéressant comme dépotoir. Non, je suis méchante. Comme lieu où le temps et l'espace ont travaillé, ont transformé, ont mûri, ont altéré et ont pourri parfois les choses. Moi je suis fascinée justement par ces gens qui s'intéressent à ces effets d'entropie, de ce qui reste après que l'œuvre a été fabriquée. Qu'est-ce qui se passe après l'œuvre ? Elle passe dans un endroit, elle passe dans un autre, elle s'altère, elle est découpée, elle est abîmée. Tout ça, c'est cette histoire qui m'intéresse. Et je pense que c'est aussi cette histoire que, après la main des humains, on pourrait dire peut-être, à laquelle s'intéresse Absalon. Enfin, en tout cas, c'est moi ce qui m'a complètement assise par terre, à Nice, en 1989. Nous sommes Villa Arson. Peut-être certaines et certains d'entre vous connaissent la Villa Arson. C'est une bâtisse assez étrange du début des années 70 qui enserre un bâtiment un peu plus ancien par une espèce de structure en béton et galets avec plein des halls et des terrasses, 2 amphithéâtres qui ne sont jamais utilisés. Et à l'époque, la Villa Arson est dirigée par les 2 Christians, comme on les appelait à l'époque, Christian Bernard et Christian Besson. Ils ont invité des artistes en fait à se saisir du contexte, à la fois géographique, spatial, mythique, Nice, la Côte d'Azur, le soleil, et institutionnel. La Villa Arson, c'est un centre d'art, une école d'art et un lieu de résidence. Ils ont invité donc un certain nombre d'artistes à investir les lieux un peu partout, de façon évolutive.
Et donc Absalon s'est installé dans l'espace du deuxième sous-sol des garages. Il s'est livré à un réaménagement, à un rangement sur 18 places de parking, plus une allée centrale que vous voyez ici, allant jusqu'au fond du plateau de la villa. Avant lui, c'est un dépotoir, enfin c'est une déchetterie. Le temps y a déposé une masse informe de meubles, de machines, d'objets qui pourrissent tranquillement dans cet espace devenu un débarras pour l'école Centre-Tard. Cette vision évoqua en moi quelque chose comme le chaos. Je me sentais écrasé, étouffé, démuni, inexistant, ça me devenait intolérable, dit Absalon. J'avais besoin de faire du bruit là-dedans, je voulais vaincre, j'étais comme un soldat. Il explique à André Amanien dans un article d'Art Press en octobre 90. Alors, ce matériel désaffecté, désorganisé, embrouillé, silencé, Absalon d'abord en identifie chaque élément, boîte, table, caisse, bureau, planche, plan, palette, coffrage, tuyau, panneau, cuvette, cuvette en porcelaine de WC, cuvette de lavabo, etc. Puis, restituant à chaque élément sa verticalité ou son horizontalité, Absalon semble en avoir stabilisé l'état. Il arrête là leur processus de transformation. Il les classe, séparant les ronds des carrés, le verre de l'acier ou du carton, puis il dispose chaque élément de part et d'autre de l'allée centrale. L'arrangement succède alors au rangement, alors que l'artiste s'efforce de rendre indifférents les intérêts ou l'esthétique particulière de tel ou tel élément. Et puis, il passe une couche uniforme de plâtre pour les recouvrir, pour les blanchir, pour les neutraliser en quelque sorte. Si on veut bien penser que le blanc neutralise les choses. Et puis, l'artiste éteint la lumière, ferme la porte, et il s'en va. Alors, c'est cette histoire de rangement qui m'a effectivement fascinée dans l'histoire d'Absalon. Cette histoire absente de rangement, puisque ici, on peut voir des choses qui ont été rangées, on peut voir des constructions, mais on ne peut pas voir ce grand rangement de la Villa Arson qui donc effectivement a été laissé à son entropie première et a donc disparu. C'est donc cette œuvre absente que j'aimerais bien raccrocher mon blabla d'aujourd'hui. Et j'ai voulu d'abord mesurer Absalon avec d'autres artistes qui ont opéré des histoires de rangement et, je dirais, de grand nettoyage. Alors, est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce qu'il se situe dans la lignée du grand rangement, du grand nettoyage? Essayons. Alors, on est en 72 et on est à New York. On est dans la 5e exposition Art in Process, l'art en processus, dans l'aile contemporaine du Finch College Museum à New York, qui est 75e rue. C'est un musée qui a entièrement disparu aujourd'hui, donc ça vaut peut-être la peine d'y faire allusion 5 secondes. Et donc voilà, pour cette 5e exposition, Andy Warhol arrive avec un carton qui contient un aspirateur neuf de marque Eureka. Il ouvre le carton et puis il l'apprête, il branche l'engin pour que l'engin fonctionne. Warhol se met à l'ouvrage. Il passe l'aspirateur et nettoie l'intégralité de la moquette grise de la galerie d'exposition. À la fin de cette performance, il retire le sac de l'aspirateur et le signe. L'un et l'autre, le sac sur un socle et l'aspirateur, à son côté, restent. Ces objets sont accompagnés, comme de bien entendu, par des photographies de Warhol au travail, parfois en tandem avec une ou un membre de l'équipe de nettoyage du musée. Sur les photos, ce sont des hommes, comme vous pouvez le voir à gauche. Soit quelques-unes parmi les personnes invisibles de l'institution galeristique ou muséale. Alors, le nettoyage des salles d'exposition ou des lieux d'exposition, ce sont des métiers depuis longtemps externalisés dans beaucoup d'institutions françaises. La sous-traitance égale le plus souvent la maltraitance. Les nombreuses grèves des femmes de ménage, des aides ménagères, on pense à la grève interminable mais terminée des femmes de chambre de l'hôtel Ibis en banlieue parisienne, arrêtée je crois après 18 mois. Plus elle sort de la sphère domestique, plus l'activité de nettoyage est sujette à des violences de genre et de race, sans compter les risques pour la santé dus aux produits utilisés et à l'environnement dans lequel elle se pratique.
Évidemment, les photos de Warhol sont sans doute pas grand-chose en regard des réalités des personnes concernées. Mais elles rappellent qu'il s'agit d'un travail reproductif qui doit être reconnu pour son utilité sociale, puisqu'il est nécessaire à toute forme de travaux, y compris dans l'institution culturelle. Ce n'est pas autre chose que dit Miele Laderman-Ukeles dès 1969. Tirant son projet d'exposition Care de son manifesto Maintenance Art, elle propose à la fois de traiter l'entretien de l'espace d'exposition comme une exposition et de rendre visibles les emplois liés à la propreté et aux déchets dans l'espace public comme dans l'espace domestique. Voici, par exemple, quelques-unes, on va en voir quelques-unes, des photographies tirées de l'exposition qu'elle a faite au musée Wadsworth Atheneum à Hartford, Connecticut, le premier musée à accepter cette proposition. En 1973, 4 performances ont lieu concurremment durant 2 journées. La célèbre série de phototextes Washing, Tracks, Maintenance Outside documente l'une d'entre ces performances, durant laquelle Miele Laderman-Ukeles nettoie, lessive et frotte à grande eau et à la serpillière les marches de l'escalier d'entrée au musée, ainsi que la cour intérieure en marbre de celui-ci. Les 3 autres actions d'entretien ont lieu à l'intérieur de l'institution, exposant en même temps les hiérarchies entre les tâches. Voici, par exemple, 2 photos où on la voit dans les salles, à 4 pattes, au milieu des visiteurs. La performance s'appelle Washing, Tracks, Maintenance, Inside. Le nettoyage des vitrines de la momie, l'objet le plus populaire de la collection du musée, c'est en fait un prêt longue durée du Metropolitan Museum de New York, est un grand moment. La momie est elle aussi un corps humain préservé de très longue date, maintenu de très longue date. L'artiste organise un rituel en 3 temps, 3 nettoyages dressant le constat de la hiérarchie institutionnelle des tâches et des qualifications, selon qu'on est habilité à nettoyer la vitrine de verre seulement et surtout pas toucher la momie, ou qu'on est restaurateur et qu'on touche à la momie mais pas à la vitrine, ou qu'on est artiste contemporaine et qu'on conceptualise tout ça. Dans quelle institution vit-on pour conserver la valeur d'un objet privilégié, on dénie aux spécialistes en charge de la maintenance tout droit de l'entretien, tout droit à toucher l'objet, dit-elle. Jusqu'en 1976 et au cours de 13 performances, Miele Laderman-Ukeles frotte les rues du quartier de Soho et les sols des galeries qui l'invitent. Mais auparavant, l'artiste a nettoyé l'institution de la famille nucléaire hétérosexuelle. Les Private Performances of Personal Maintenances, entre 1970 et 1973, documentent par notation méticuleuse chaque quart d'heure du travail d'épouse, de mère, d'artiste, cette dernière fonction étant constamment dérangée par les 2 premières. Bon, on voit bien qu'ici, on ne peut pas séparer l'œuvre de l'homme de cet espace domestique où le patriarcat désigne la place des femmes. Et quand on ne sépare plus l'œuvre de l'homme, on voit bien que l'activité artistique, comme toutes les autres, est un travail répétitif. They say it's love. We say it's unwaged work. On dit que c'est de l'amour, nous disons que c'est du travail non rémunéré. On analyse avec beaucoup de sagacité ces actions de nettoyage ou de rangement comme des révélateurs d'un féminisme de combat qui depuis a été reversé vers les travailleurs et travailleuses de l'art, exigeant à la fois une visibilité et une déhiérarchisation de tous les métiers de l'art et une rémunération pour tous les travaux invisibilisés parce qu'ils ont multiplié et diversifié leurs formes et leur contexte de réalisation. Alors, le problème, c'est que je ne crois pas du tout que le travail d'Absalon se range dans cette lignée de revendications militantes. Bien plutôt, ce qui l'intéresse, me semble-t-il, c'est de l'interrompre et par là même de porter une revendication tout aussi politique. Il s'agit, me semble-t-il, dans son travail, de déranger le rangement, de désarranger l'arrangement, de désinventorier les objets, c'est-à-dire de leur ôter tout nom spécifique qui signifie, ou plutôt qui les accompagne d'un sens dans la vie quotidienne. Pour le dire simplement,
Voilà des choses qui ont été construites pour servir un corps, des espèces de prothèses supposées assister un corps dans une fonction. Mais tout d'un coup, voilà que cette proposition devient tout à fait réversible et ça peut être aussi le corps qui assiste leur objet dans leur prise de fonction. Et puis tout d'un coup, ça devient complètement absurde, puisque la fonction n'a aucunement conduit la technicité de l'objet. La fonction n'est pas encore décidée lorsque l'objet est fabriqué, et donc le corps non plus. L'arrangement équivaut au dérangement, et même les titres deviennent complètement interchangeables entre proposition d'habitation, proposition d'objets quotidiens, disposition, prototype, cellule. Moi, personnellement, je n'ai jamais compris qu'est-ce qui désignait quoi, et pourquoi, et comment, parce que tout ça, c'est dérangé. Alors Absalon, il dit le contraire. Il dit le plus important est de ranger les objets, ce qui m'oblige à les fabriquer de façon à les rendre égaux entre eux, même si leur forme est différente. Ça, c'est vachement intéressant. Parce que ça veut dire que ranger, déranger, arranger, c'est priver les choses de rang, c'est-à-dire de hiérarchie entre elles. En d'autres termes, comment produit-on un art entièrement constitué d'objets de telle sorte que les objets eux-mêmes soient équivalents ? Pour le formuler encore différemment, quel est le sens d'un art peuplé d'objets de forme concrète qui demeurent simultanément complètement abstraites ? C'est cette mesure de la démesure, à mon sens, qu'Absalon n'a cessé de faire jouer pendant toute sa vie d'artiste, à partir de ce rangement, dérangement des garages de Nice jusqu'au prototype visitable d'environ 9 mètres carrés de surface de ces cellules d'habitation que j'ai vu, moi, exposé en 1993 au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, en passant par le croquis, la maquette ou le modèle réalisé à l'échelle 1. Alors, prenez ces propositions d'habitation, par exemple, composées posées dans un contenant ou sur un plateau, on pourrait dire, si c'était sur une scène, servant à présenter des volumes géométriques souvent incurvés en cylindre en creux ou cylindre en plein. Tous ces éléments, uniformément recouverts d'une dispersion de peinture blanche, sont disposés côte à côte dans un certain ordre qui a pour particularité qu'on n'y comprend rien. C'est surtout ça, quoi, moi, qui me fascine. Et en voyant l'exposition tout à l'heure avec François, j'étais fasciné de ça. C'est-à-dire, le sens nous échappe. C'est peut-être en ça qu'on pourrait faire un rapprochement avec le VIH-Sida, d'ailleurs. C'est que ça n'a aucun sens. Voilà, c'est ça qu'ont compris tout de suite les militants de la lutte contre le sida, c'est que le VIH-Sida, le virus, n'a aucun sens. Et je crois que ce qu'Absalon nous dit, c'est que toutes ces choses n'ont aucun sens. En tout cas, ils n'ont pas de rang. Ils n'ont pas non plus de sens. Si tout rituel implique l'invocation et la révocation simultanée d'une chose abstante, alors démonstration en sera donnée par cette vidéo, ces vidéos par exemple que vous voyez en bas, où un homme vêtu de blanc évolue mécaniquement et adopte des différentes postures que lui dictent ses formes autour de lui. Mais pourquoi faire ? Moi, j'en sais rien. Alors, vous allez peut-être m'aider. Peut-être après, on pourra discuter de ça. Mais moi, je ne vois pas du tout le sens. Et c'est cette échappée, ce dérangement qui m'intéresse beaucoup. Alors, l'atmosphère aseptisée évoque un environnement clinique, irrespirable, ou une capsule de cosmonaute. Elle fait aussi de l'acteur un élément de sculpture évoluant en harmonie avec l'espace et ses volumes. Ça, c'est ce qu'écrit la notice explicative de l'exposition d'Absalon avec Fabrice Gigi à l'Espace Attitude en 1994. Si le corps vient s'encastrer, allongé, debout, à califourchon, à la place qui lui est faite par chacun des éléments, l'action qu'il décrit reste vague, étrange, vaguement angoissante par son indéfinition. Absalon précise qu'on ne sait pas à quoi les objets servent. Je le cite. « Ce qui m'intéresse, c'est l'idée que ma logique n'est pas moins logique que la logique qu'on m'a proposée. Frotter ses coudes sur un rouleau aurait pu être notre culture. Un médecin aurait pu dire que c'était indispensable de le faire tous les matins comme on se brosse les dents. Il existe la même bizarrerie dans notre culture. Se brosser les dents est tout aussi aberrant. » Alors, au début, j'ai eu l'impression de retrouver le texte de l'anthropologue français Marcel Mauss sur les techniques du corps, que vous connaissez peut-être. Il a une suite de conférences qui ont été données puis écrites vers 1934-35.
En fait, Marcel Mauss se proposait de réfléchir à l'expression de la technique corporelle dans son côté visible, en la décrivant. C'est-à-dire en partant, comme il le dit, du concret vers l'abstrait, mais pas inversement. Le premier exemple que choisit Marcel Mauss, qui m'amuse toujours, je le cite. « Une sorte de révélation me vint à l'hôpital. J'étais malade à New York. Je me demandais où j'avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. » C'est un peu sexiste. J'avais le temps d'y réfléchir. J'étais à l'hôpital. Je trouvais enfin que c'était au cinéma. Revenu en France, je remarquais surtout à Paris la fréquence de cette démarche. Les jeunes filles étaient françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les modes de marche américaine, grâce au cinéma, commençaient à arriver chez nous. Alors, du concret à l'abstrait, c'est ce que fabrique toute une idée moderne de l'art. Et je pensais depuis tout à l'heure, je ne m'étais pas aperçu que cette image était déjà là. Par exemple, à Sophie Tauber, l'artiste Sophie Tauber-Arp, dont une grande exposition va avoir lieu, je crois, à la Tate et au MoMA de New York, mais évidemment pas à Paris. Et à sa danse abstraite, des réflexes corporels déclenchés par le son d'un gong qui met en mouvement non seulement les muscles, mais les nerfs, et dont la critique à l'époque a dit qu'elle était l'extrême pointe du non-sens, comme vous pouvez lire Hugo Ball décrire cette danse. Ainsi, Absalon suivrait une tradition des avant-gardes où s'opère, selon la formule de Pascal Rousseau, le démantèlement frénétique du sens sur la déambulation chaotique du corps. Mais il y a évidemment d'autres façons de penser cette frénésie. Il y a la façon Sophie Tauber, qui a l'air très frénétique, et puis il y a la façon Absalon, qui est peut-être un petit peu moins frénétique, mais qui n'en est pas moins intéressante. Et évidemment, ça nous ramène au film que vous allez voir si vous venez dans quelques semaines, dans quelques mois, qui est évidemment cet extraordinaire Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, de Chantal Akerman. Et ce film montre les activités quotidiennes, vous l'avez peut-être vu, donc qui dure très longtemps, et il montre à peu près en temps réel les activités quotidiennes d'une femme qui passe son temps à ranger, et déranger et à ranger, à des occupations domestiques, à des rituels qui relèvent à la fois de la répétition d'une aliénation et, on le devine assez vite, d'une façon de survivre, par l'établissement d'un ordre régnant sur la manipulation des objets. Il s'agit d'un arrangement, finalement, d'un arrangement au sein duquel elle trouve son propre espace, un réconfort imaginaire. Et pour ne pas déranger cet ordre, la caméra fixe de Chantal Akerman, toujours frontale, refuse tout zoom, tout mouvement, cerne un espace limité, réduit, délimité. Alors là, on pense un peu à Absalon, le côté symétrique, l'histoire de cet espace limité, réduit, délimité. Cet espace est la plupart du temps symétrique, la caméra étant placée exactement au centre des pièces, des rues, des corridors, parallèlement à l'obsession de la protagoniste pour l'ordre et le détail, y compris des passes qu'elle fait l'après-midi pour gagner de quoi vivre et entretenir son enfant. Et puis un jour, cet ordre de la routine se dérange. La mécanique s'enraye, le réveil sonne plus tôt que d'habitude, une brosse à chaussures lui tombe des mains, sa place au café du commerce est prise, un bruit de moteur pète un peu trop fort. Ce jour-là, Jeanne fait une passe, elle déboutonne sa blouse, elle plie ses vêtements, elle a un orgasme, elle reboutonne sa blouse, elle s'habille, elle ajuste sa jupe, elle prend une paire de ciseaux, elle disparaît, elle réapparaît, elle tombe sur son client, elle enfonce les ciseaux dans la gorge du client. Reste 5 minutes 30, c'est merde, parce que vous allez voir le film, j'ai tout dit. C'est pas grave, ça peut se revoir. Reste 5 minutes 30, 5 minutes 30 de silence, où on est avec Jeanne, avec Delphine Seyrig, qui joue Jeanne, avec Chantal Akerman, seule contre le monde. Alors, j'ai eu la chance d'interviewer parfois Chantal Akerman, et
évidemment, cette histoire de rangement et d'ordre m'avait beaucoup frappé, bien sûr. Il s'agissait de ranger pour survivre. Hein. C'est ça qui m'avait beaucoup frappé et qui me frappe aussi beaucoup finalement chez Absalon. C'est l'idée que ces rituels, ces routines, ces répétitions, ces trucs très obsessionnels, ces choses très obsessionnelles, très symétriques, cette façon de concevoir finalement son activité comme une suite de routines, c'était à la fois une extrême aliénation, hein, puisque c'est répéter toujours la même chose, être complètement soumis à un ordre, mais c'est aussi ne pas pouvoir vivre sans. Et on voit bien que cette fin du film, elle montre bien que tout ce qui produit un dérangement dans cette routine est quelque chose qui vous tue. Et Chantal Akerman avait une version très personnelle de cette histoire, et elle me disait, mais c'est magnifique ce qu'elle me disait, elle me disait dans Jeanne Dillman, l'absence d'orgasme, l'absence de plaisir de Jeanne, c'est sa liberté. Si Jeanne, au partir du moment où Jeanne trouve du plaisir en faisant l'amour avec l'un de ses clients, alors elle est livrée aux hommes avec lesquels elle travaille. Et Chantal Akerman me racontait qu'elle avait eu des discussions interminables avec l'actrice principale, Delphine Seyrig, qui a beaucoup mis d'elle hein, dans cette incarnation, vous la voyez ici, de Jeanne. Et Delphine Seyrig disait, mais non, quand on a eu du plaisir, on veut le répéter, etc. etc. Mais lutter contre le plaisir, me disait Chantal Akerman, c'est la résistance politique de Jeanne. C'est sa façon d'exister, c'est sa jouissance par rapport à l'obligation du plaisir, l'obligation à l'orgasme imposée aux femmes, prenant la place du choix et de la liberté. J'avais trouvé ça magnifique et je me demande si du côté d'Absalon, il n'y a pas aussi quelque chose de cet ordre-là à réfléchir. Je vous laisse. Plusieurs vidéos mettent en scène Absalon comme personnage. Vous les voyez en bas. Solution enregistre l'artiste seul dans un espace confiné qui pourrait être celui d'une cellule, et le tête-à-tête qui s'engage avec la caméra permet aux spectatrices ou à la spectateur de se projeter dans ses activités et simultanément d'adopter le point de vue de l'observatrice ou de l'observateur. Absalon y effectue une série d'actions élémentaires, se nourrir, réfléchir, se masturber, se laver, dormir. Autant de propositions qui pourraient constituer les éléments d'un vocabulaire de base de la survie intérieure. Dans Bataille, l'artiste boxe dans le vide pendant 1 heure dans une pièce nue, un adversaire invisible. Mais cette bataille apparaît aussi comme un corps à corps avec soi-même, sans l'autorité d'un autre. Il est un défi interne lancé à soi-même et un défi externe, à la destination de l'autorité souveraine. Bruit le présente criant à tue-tête, des voyelles différenciées, A, O, et jusqu'à ce que la fatigue ayant dépassé toute borne, il en reste muet et ne puisse plus parler. Ces performances solitaires produites avec la collaboration de la caméra sont autant d'exploration d'une interaction du corps agissant et de l'observation. Je cite le psychiatre François Tosquelles. Plutôt que de se situer dans une place centrale avec la fausse perspective de pouvoir contrôler sa vie, tout humain découvre la pertinence qu'il y a à se placer et se déplacer au bord de ses limites concrètes connues. C'est dans l'enseignement de la folie, c'est un livre posthume qui a été publié chez Duno en 2014. Alors ce rangement-dérangement, arrangement d'Absalon, j'ai envie de le lier à 2 expériences concomitantes de la part de 2 penseurs et praticiens de la psyché humaine qui ont tous 2 œuvré à partir d'une expérience du décentrement de leur propre subjectivité. J'ai envie de parler de Frantz Fanon, psychiatre d'origine antillaise, le premier à essayer de décrire l'expérience de la blackness, comme on dit en américain, cette façon d'être soi en se regardant avec les yeux des autres, des blancs, c'est-à-dire en ayant intériorisé le regard de l'oppresseur qui impose ses propres termes à l'opprimé, qui se voit lui-même ou elle-même comme autre, détaché. Et j'ai envie de parler de François Tosquelles, psychiatre et analyste d'origine catalane, réfugié en France, fondateur d'une pratique révolutionnaire de psychothérapie institutionnelle à l'hôpital de Saint-Alban sur Limagnole. Il s'agit non pas de faire travailler les malades pour diminuer leurs symptômes, mais de faire travailler les malades et les soignants pour soigner l'institution. Tous sont des personnes responsables. Saint-Alban, où Fanon d'ailleurs exerça avant de rejoindre l'hôpital de Blida-Joinville en Algérie, où il a mis en place une sociothérapie, où c'est d'abord l'institution qui doit être soignée. Vous voyez, on en revient à la question du musée comme espace, safe ou pas.
L'un comme l'autre ont travaillé sur la violence coloniale et la ségrégation asilaire, en soutenant qu'il fallait aborder l'oppression sous deux formes, psychique et sociale. Que c'est comme ça qu'on pouvait aborder les processus de subjectivation et les figures contemporaines de la désubjectivation, par cette oblique où les allures pathologiques de la vie, ses entraves, ses empêchements, nourrissent les questions sur le vivant. Je crois qu'on pourrait pouvoir lire le travail d'Absalon dans le droit fil de ses travaux, là où le corps discipliné, automatisé, fondu dans la norme et dans la masse, ne trouve plus le fil de sa voix, sauf à ranger, déranger, un parcours qui dessine un sujet arrangé autant qu'il est dérangé, en creux. En creux, c'est-à-dire toujours à côté d'un jeu plein et entier, jamais réconcilié avec soi-même, opaque dans ses intentions, qui résiste à l'occupation de son intériorité. Cette insularité intolérable dont parle Fanon, je crois que c'est ça dont parle Absalon. Voilà. Et je voulais terminer par une citation d'Aimé Césaire qui est citée par Fanon et qui dit « On a beau peindre en blanc le pied de l'arbre, la force de l'écorce en dessous crie ». Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait lier à cette exposition Absalon. On a beau peindre en blanc le pied de l'arbre, la force de l'écorce en dessous crie. Et pour terminer, je voulais vous montrer, alors il y avait une partie longue et une partie courte, mais comme je vois qu'il est déjà 8h05, je vais peut-être vous montrer la partie courte. Bon, un film auquel je pense toujours quand je regarde les œuvres d'Absalon, c'est ce film absolument incroyable qui s'appelle Safe. Vous avez déjà vu ce film? Donc l'histoire, je vous la raconte encore, c'est l'histoire de Carol White, blanche, femme blanche, jouée par Julianne Moore, femme au foyer vivant dans la banlieue résidentielle de Los Angeles avec son fils et son mari, qui la trompe. Plongée dans un quotidien rythmé par les réunions Tupperware, les séances d'aérobic suivies de discussions fatigue dans les vestiaires et de grands questionnements sur la décoration de son intérieur, Carole est soudainement sujette à des problèmes respiratoires, des éruptions cutanées et de fortes allergies. Merde, c'est le Covid. Les médecins ne lui trouvant rien et commençant à désespérer, elle trouve dans un tract la réponse à tous ces maux. Elle souffre de désordre immunologique, soit d'une hypersensibilité chimique, qu'on appelle la maladie du XXe siècle. Carole entre dans un centre de thérapie New Wave spécialisé pour être non viciée par la société post-industrielle moderne, contaminée par les microparticules et les fumées toxiques. C'est pas mal hein, quand même pour un film du XXe siècle. À l'écart, en pleine nature, aucune ingénierie, aucune nourriture commerciale, aucun tissu synthétique ne sont autorisés. Au sein du centre Wrenwood, situé dans la région désertique du Nouveau-Mexique, elle entame une procédure d'isolement qu'elle finira dans un igloo aux faux airs de cellules d'Absalon, avec pour seule compagnie une bouteille d'oxygène à laquelle elle reste accrochée pour se décontaminer. Ce bunker sera finalement le safe space où elle parviendra à se retrouver en se réappropriant sa voix, ses choix et son corps dans un monde devenu partout dangereux. Voilà, pour terminer sur un truc ce film assez étrange, qui est assez contradictoire à ce que j'ai dit avant, c'est ça qui est bien. Je m'aperçois qu'il y a eu... Voilà, je n'ai pas arrêté de déranger des possibles significations à ce que je voulais dire, et je vous remercie. Voilà. Des questions. Donc oui. Parce que ça part un peu dans tous les sens, je me disais en parlant. Mais c'est ça qui est bien, enfin, je veux dire... Moi, j'avais une question, Elisabeth. Ouais. Dans l'exposition, on a effectivement, par rapport à ce qui a été dit, on a ces cellules, on a ces espaces comme ça extrêmement monacales, et on a des œuvres aussi comme Bruit, où il y a une extrême violence qui est exprimée par Absalon. Est-ce qu'on peut concilier ou articuler en fait cette espèce de contradiction entre quelque chose de très monacal, des expériences comme ça
qui nous rappellent plus une forme d'ascèse, et d'un autre côté des œuvres qui expriment une sorte de révolte. Je pense que c'est un problème éthique, enfin, effectivement, c'est que l'un ne peut pas se produire sans l'autre. Elles sont complètement dépendantes. C'est-à-dire qu'il n'y a d'ordre que pour une rupture de cet ordre, et il n'y a de dérangement que pour ranger. Enfin, on voit bien que c'est dans l'accroche entre ces deux, on pourrait dire ces deux extrêmes, mais ça n'en sont pas. Ça va ensemble, bien sûr. Qu'est-ce qui est fou dans cette histoire? Est-ce que c'est de crier ou est-ce que c'est de ranger? Je pense que c'est plutôt ranger que crier. Et je crois que c'est ça aussi que nous montre Absalon, c'est-à-dire que ces vidéos sont presque des moments de répit, finalement, dans quelque chose qui est beaucoup plus cinglé, si je puis me permettre, et beaucoup plus insensé, quoi. Et en fait, on a l'impression que ce qui est très frappant quand on voit aussi l'exposition, pour un garçon d'1,90 m, très grand, etc., un géant quand même, enfin, par rapport à ma taille, c'est un géant. Tout est très petit, qui sont très petites et qui demandent enfin, qui est vraiment fait à la mesure, supposément à la mesure de l'artiste, mais qui est vraiment rikiki. Mais moi, ce qui me frappe encore plus, c'est les autres lieux, enfin les autres constructions qui sont alors vraiment serrées. C'est comme des soupirails, quoi. C'est comme des prisons marocaines ou turques. Enfin, c'est vraiment des lieux où on est non seulement confiné, mais vraiment terriblement contraint et mal à l'aise. C'est justement que là-dedans, comme il le dit d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose qui est dit dans l'exposition, c'est une démesure d'un certain temps. Il dit, plus c'est petit, plus c'est à ma démesure, quoi. Et ça m'a aussi beaucoup frappé, quoi. C'est comme le rapport entre l'organisation des cellules, l'organisation des lieux, qui effectivement, en y regardant, on s'aperçoit que ça n'a aucune fonction, que ça ne sert à rien, que ça n'a aucun sens. Et donc, c'est toujours cette introduction de quelque chose, finalement, qui est de l'ordre de la survie, mais qui est aussi de l'ordre de la routine. Et qu'est-ce qui est plus dérangé là-dedans, quoi? Qu'est-ce qui apparaît le plus dérangé? Et c'est toujours, me semble-t-il, c'est pour ça que j'avais fait cette espèce de péroraison finale avec la psychiatrie institutionnelle, la psychanalyse institutionnelle de Tosquelles, c'est de penser, finalement, qu'on ne peut pas rester au centre. Finalement, il faut se porter à la frontière, donc entre le cri et l'ordre. Dans cette frontière, il faut aller à la frontière pour soudain prendre conscience, justement, qu'on n'est pas un sujet plat et entier. Prendre conscience de qui on est et de ce qu'on vit, finalement, me semble. Pardon. Une petite remarque, je ne sais pas si vous avez la réponse. Est-ce qu'il y a un protocole, un mode d'emploi pour les œuvres, ou lorsqu'on les expose, on peut à nouveau les déplacer, les déranger? Alors, ça, il faudra demander à François. Je sais qu'en tout cas, il faut les faire, surtout. Il faut d'abord les fabriquer, puisque les cellules ne sont pas... J'ai été frappée aussi par, effectivement, quelque chose qui est tout à fait lisible dans l'exposition, c'est le fait que, d'un certain point de vue, il faut tout fabriquer. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre du prototype, du modèle, de la cellule, etc., tout ce qui n'est pas noté d'ailleurs dans des collections, en l'occurrence, et c'est assez peu, c'est de la chose fabriquée pour l'exposition. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Ça veut dire que déjà là, on dérange, puisqu'on ne reproduit pas, probablement pas exactement les choses comme elles ont été faites, et d'ailleurs on ne s'en souvient plus, d'ailleurs il n'y a pas de traces, il n'y a pas d'image, il n'y a que des plans, et quand on exécute d'après des plans, il y a des marges d'erreur, des marges de non-sens, des marges de dérangement, justement. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui se passe, qui est que même si on veut reconstituer les choses le plus, me semble-t-il, le plus fidèlement possible, on est pris au piège de ce non-sens, quoi, et de cette absence. Et de ce décendrement. Peut-être François peut répondre. Oui, François.
photos. Alors moi, des copies d'exposition. j'en profite pour tout ça. Alors, on a au contraire passé beaucoup de temps, nous, à essayer de re-ranger, parce qu'il y a évidemment beaucoup de manques, de trous, de choses parcellaires dans cette œuvre qui n'a duré que 5 ans. Hein. Il a travaillé très peu de temps. Là, on a des œuvres dans l'exposition qui datent de ses années d'études, même du tout début de ses années d'études à l'école d'art, à Cergy, à Paris. On a reconstitué certaines œuvres d'après photo, notamment celle qui s'appelle Jardin, qui est à l'entrée de l'exposition. Ça nous a semblé important, dans le parcours de l'exposition, d'essayer de reconstituer certains de ces manques. Donc on a essayé d'être au contraire le plus exact possible, sachant que de toute façon, effectivement, quand on refabrique quelque chose à partir de quelques diapositives un peu jaunies, on ne va pas être à l'exactitude. Et tout de suite, quand on a discuté d'ailleurs avec des gens qui l'ont connu, qui étaient là à cette époque-là, ils m'ont dit « Ah non, ils n'auraient certainement pas fait comme ça, ils n'auraient pas mis la couleur de cette manière-là, etc. » Donc ça, c'est presque intrinsèque à l'idée de reconstitution. Il y a une forme d'exactitude. Et le plus important, oui, je trouve, dans la démarche de cette exposition, c'est la reconstitution de ces cellules, d'avoir pris la décision de les fabriquer plutôt que de les emprunter dans les collections auxquelles elles appartiennent. Elles sont dispersées dans une série de musées un peu partout en Europe. Mais pour qu'on puisse notamment, évidemment, les rendre pénétrables, pouvoir les expérimenter de l'intérieur comme lui le voulait, il fallait les refabriquer. Mais peut-être plus important que ça encore, l'idée était de les rendre neuves, de les restituer à leur nouveauté. C'est quelqu'un qui, très vite a su qu'il ne serait pas là pour la maintenance. Donc il a fabriqué que des prototypes. La conscience de sa finitude et du fait qu'il n'allait pas être là très longtemps est un paramètre très important. Et effectivement, il n'a pas eu le temps de préparer bien ces choses-là. D'autres artistes, comme González Torres, par exemple, dont on a inclus ce rideau aussi pour ça, ce sont des artistes qui ont eu le temps de réfléchir un petit peu à cette question de la maintenance et qui ont décidé, González Torres a vraiment décidé que chacune de ses œuvres, elle doit se réadapter à un nouvel espace, à une nouvelle situation et qu'elle doit se reproduire. Donc l'œuvre ne vieillit pas de la même manière que lui n'a pas vieilli. Donc on a voulu finalement prendre inspiration de González Torres pour appliquer ce principe à Absalon, chez qui c'est pas si clair parce qu'il ne l'avait pas vraiment décidé. Il n'a pas eu le temps probablement de le décider et donc de rendre ce travail, oui, à sa nouveauté permanente. C'est ça que moi je trouve vraiment intéressant dans l'exposition et dans ces reconstitutions, effectivement, c'est de s'apercevoir, bon, alors c'est peut-être en lien avec le VIH-Sida, mais il y a un certain nombre d'artistes qui ont été, qui ont eu à penser finalement ce qu'ils allaient laisser. Et on a eu cette conversation déjà, et c'est vraiment des questions qui, moi, me passionnent, c'est-à-dire, bon, on sait qu'on ne sera plus là, qu'est-ce qu'on va laisser ? Qu'est-ce qu'on laisse en héritage, entre guillemets, qui ne soit pas un patrimoine
au sens patrimonial, au sens patrimonialisation. Et je crois que l'exposition, elle va aussi contre cette idée de patrimonialisation. Vous savez qu'il y a un doctorant qui est en train de terminer une thèse sur la patrimonialisation du sida, qui est quelque chose à quoi on a relativement à faire aujourd'hui. Et je pense que des gens comme Absalon, des gens comme Félix González Torres, des gens comme Philippe Thomas, qui a exposé ici aussi, c'était incroyable exposition qui s'appelait Feu pâle, ont essayé de penser effectivement à leur finitude et qu'est-ce qu'ils vont laisser. Qu'est-ce qu'ils vont laisser et qu'est-ce qu'ils vont donner à assumer aux autres, surtout, dans ce qu'ils vont laisser. C'est-à-dire comment on va transmettre quelque chose à des gens qui vont devenir responsables, qui vont s'impliquer, qui vont s'engager dans le travail, qui vont peut-être pas se l'approprier, mais qui vont être impliqués de façon à le rendre d'un certain point de vue éternel. Je trouve ça très très intéressant et on en avait discuté avec François et moi j'étais pas d'accord, je pensais qu'Absalon justement il n'était pas du tout dans cette histoire-là et tu m'as démontré le contraire. Dans la discussion qu'on avait eue. Effectivement, des gens qui pensent que leur vie va se terminer très vite, ils se demandent aussi ce qu'ils vont laisser, quoi. Et comment ils vont le laisser. Et est-ce qu'ils vont laisser quelque chose et qu'est-ce qu'ils vont laisser. Et ce n'est pas des œuvres, mais c'est beaucoup plus des gens qui vont continuer, des gens qui vont poursuivre, des gens qui vont s'engager, des gens qui vont endosser. Des gens qui vont se creuser la tête sur savoir comment on reconstitue ces merdes de cellules. Et qu'est-ce qu'on y peut y faire à l'intérieur. Et est-ce que moi je peux rentrer ou est-ce que c'était fait pour lui. Et puis il a jamais vécu dedans. Mais alors qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et toutes ces questions-là, alors une fois de plus, ça rejaillit sur la question de l'institution. Je regarde Sandra comme ça, Cédric, Gilles. Voilà, qu'est-ce que c'est une institution ? Quel type d'engagement une institution elle a par rapport à des artistes, à ce qu'on préserve, à ce qu'on conserve? Est-ce que c'est simplement des œuvres ou est-ce que c'est d'autres types de responsabilités, d'autres types d'entretien, d'autres types de maintenance, etc. Voilà, c'est autour de tout ça que j'aimerais que on réfléchisse tous et toutes aussi ensemble parce que je pense que c'est des questions tout à fait importantes. Et je voulais aussi rappeler que les années 80-90, vous savez, dans cette histoire d'épidémie, il y a un certain nombre d'institutions artistiques qui ont vraiment été des espaces safe, des espaces qui ont permis des choses. Il n'y en a pas eu beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme si ça n'existait pas, mais il y a eu quelques espaces comme ça artistiques qui ont dit, voilà, on va discuter de ce que c'est que l'épidémie, on va discuter de ce que c'est. Et on va informer, puisqu'il n'y avait pas d'information. Des écoles, des institutions, des musées, des galeries. Et ça aussi, je trouve que c'est des questions dont on peut discuter avec Absalon, peut-être. Et avec ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, un grand programme. Oui, bonjour. L'œuvre d'Absalon s'inscrit très exactement dans le temps de la première période du sida, qui est de 82 à ce moment-là. Et on a l'impression que... Comment ? Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire ? C'est-à-dire c'est le temps normé. C'est-à-dire 81, on fête aujourd'hui, on célèbre aujourd'hui les 40 ans de... L'épidémie, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont morts du sida bien avant. Ah mais bien sûr, bien sûr. Donc c'est l'épidémie telle qu'elle a été racontée dans notre monde blanc, occidental, américano-européen. Oui, non, mais ça, je suis bien d'accord, c'est arrivé bien avant. Mais dans notre monde, justement, l'épidémie a émergé à ce moment-là. Et donc, on ne peut pas imaginer que le virus, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est contaminé à Absalon, mais on ne peut pas imaginer une seconde que ça n'ait pas envahi son œuvre, cette espèce de blanchiment des cellules, comme le virus infecte les cellules, avec la lumière qui est à l'intérieur. Enfin,
c'est une question de ressenti. Maintenant, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez en dire. Rien. Parce que je ne peux rien en dire. C'est pour ça aussi que j'ai voulu mentionner Gérard Guyot, qui est mort du sida, Jacques Ohayon, qui est mort du sida. Je ne sais pas du tout qui, quand, que quoi, Absalon. Vous savez, à l'époque où il est mort, et je le signale ici, il nous a été interdit, enfin il a été interdit aux gens de dire qu'il était mort du sida parce que son corps devait repartir en Israël et ses parents ne le savaient pas. Et il paraît que pour que son corps effectivement puisse partir en Israël, être enterré en Israël, il n'était pas question de porter la marque infamante du VIH-Sida. Donc, botus et mouche cousue. Mais je voulais signaler tout au début de mon petite intervention que voilà, le contexte dans lequel on vivait, hein, c'est-à-dire on venait ici à Bordeaux. Bon, Gérard, il est mort du sida très peu de temps après son passage à Bordeaux. Jacques Ohayon est mort en milieu des années 80. C'est Absalon qui tenait avec Christian Boltanski quand il a été enterré. Jacques Ohayon, c'est Absalon qui tenait qui récitait le Kaddish avec Christian Boltanski. C'est des choses comme ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Maintenant, si j'ai voulu montrer Safe à la fin un petit bout de Safe à la fin de ma péroraison, c'est aussi parce que c'est pas sans lien avec l'épidémie. Voilà. Moi, je sais pas, si vous voulez, je ne suis pas capable d'analyser en quoi la conscience de ce savoir malade, ou en tout cas séropositif, quel rôle ça joue dans l'histoire des formes. Je sais pas le faire, ça, je peux pas vous dire. Ça, c'est à vous peut-être de l'imaginer, et vous avez votre version, mais moi, j'y arrive pas. Mais c'est certainement un contexte qui a pesé très 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 fort dans nos vies à tous et toutes. Merci, vraiment, Elisabeth. J'aurais aimé avoir votre sentiment sur le choix des villes qui a été choisi par Absalon, parce que je vis avec cette exposition, moi, au quotidien, depuis quelques mois maintenant. Et j'avoue que ça reste une énigme, c'est-à-dire de positionner, en tout cas d'imaginer positionner ces cellules dans 6 villes qui me semblent très normative d'un sens, c'est-à-dire vraiment représentative d'un milieu de l'art institutionnel qui est en train de place forte de l'argent. Hein. On parle de Tokyo, de Francfort, de Londres, de New York. Et oui, tout à fait, Tel Aviv et Paris, évidemment. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette question, parce qu'elle me trotte dans la tête et je n'arrive pas à résoudre. C'est pas comme s'il fallait résoudre toutes les énigmes, non. Mais... Bon, alors moi je ne saurais pas vous répondre. C'est vrai que ça correspond... Enfin, là, on peut peut-être penser qu'il y a quelque chose effectivement d'un discours... C'est peut-être le seul endroit où Absalon fait une déclaration sur l'art, quoi, et sur le monde de l'art, et sur effectivement ce monde de l'art qui est très occidental, très lié à l'argent. Les années 80-90, c'est quand même effectivement... les grandes expositions, le sponsoring, le fait que le monde de l'art est soudain un monde où l'art contemporain, pour la première fois, devient une valeur de marché, enfin devient quelque chose qui est un objet de spéculation en même temps que l'immobilier. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je suis en train et ça, c'est aussi lié aux années 80 et à l'épidémie du sida, justement. C'est quand même... la politique agressivement immobilière, la spéculation immobilière et la spéculation sur l'art qui vont exactement de concert, qui commencent à aller de concert dans les années 80. Moi, j'ai vécu à New York au début des années 80 et je me souviens très très bien du fait que, bon, tout d'un coup, l'art a commencé à devenir un objet de spéculation et l'immobilier à New York est devenu un objet de spéculation démentielle. Hein. Et qui en a fait les frais, dans les deux cas ?
c'est les personnes séropositives et atteintes du VIH/SIDA. C'est évident. Sarah Schulman raconte ça magnifiquement bien dans un de ses romans, où elle raconte comment, dans l'East Village new-yorkais, les gens malades se font évacuer par leurs propriétaires et tout d'un coup se retrouvent à la rue, jetés dehors, sans sécurité sociale, dans des situations absolument épouvantables, parce que ce quartier, l'East Village, qui est un des quartiers, disons, de la jeunesse underground, un petit peu comme ça, et d'un certain nombre de minorités raciales, est aussi un endroit qui devient un lieu de spéculation totale et qu'on jette à la rue un certain nombre de gens, quoi. Donc, alors je ne sais pas du tout si Absalon fait là un commentaire, mais en tout cas, il dit cela. Il dit qu'il y a des quartiers, il y a des villes, il y a toute cette notion de gentrification, hein, commence à se faire. Je me souviens très bien qu'à New York, déjà en 1980, on parlait de gentrification. C'est un concept anglais, mais on parlait déjà de gentrification. Donc il y a ce moment où tout d'un coup, un certain nombre de quartiers vont se transformer dans les villes, dans un certain nombre de villes. Alors, c'est peut-être pas Francfort, mais enfin bon, Francfort, capitale financière, c'est quand même ça. Il y a des bourses, il y a un marché de l'art, il y a un marché immobilier. Donc c'est peut-être. Et quand même, il ne voulait pas se mettre dans le quartier financier des villes, hein. Il avait quand même choisi des endroits, par exemple à Paris, c'était dans le 13e arrondissement, qui n'est pas le quartier le plus riche, ni le plus lié au marché à l'époque. Donc c'est quand même des choix assez comme ça frontières, hein. Mais c'est quand même dans ces villes où lieu de spéculation. Merci beaucoup Elisabeth. Merci. Merci à vous.